Cette directive, c'est pas la première en fait sur le sujet. Il y a eu des directives successives, elles s'appellent les directives RED. Et il y en a vu une notamment de 2009, donc à l'époque on était sous Sarkozy, qui voulait à l'horizon 2020 avoir 23% de consommation d'énergie renouvelable. Eh bien en France, le compte n'y était pas, en 2020 on était à 19%. Et c'est pour ça, il y a un rapport de la Cour des comptes là-dessus qui explique que la France va devoir payer en amende, une directive qui n'est pas appliquée, ça fait une amende, entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Donc ça, c'est les conséquences concrètes en fait de cette loi. Et après, on rentre dans les trucs kafkaïens de type bureaucrate de l'Union européenne. Parce que ils signent des promesses qu'ils ne sont pas capables d'atteindre. Et en fait, quand on se rend compte qu'ils ne les ont pas atteints, c'est aux contribuables de payer l'amende. Mais surtout, ce que voulait faire le gouvernement, pour atteindre ces objectifs-là, c'est là qu'on voit qu'on marche sur la tête, alors qu'on n'a pas du tout besoin, qu'on produit assez d'énergie avec le nucléaire. Ils voulaient acheter de l'énergie renouvelable aux pays aux alentours, et en plus à un prix qui coûte une fortune dans le cadre du marché de l'électricité de l'Union européenne, pour arriver à ces fameux 23%. Donc on voit qu'on est dans un truc qui marche sur la tête et qui va à l'encontre des intérêts de la France. Et donc en fait, quel est le grand défi pour la France si on veut être indépendant ? Évidemment, ce serait de se passer autant que faire se peut, dans un maximum de domaines, de la partie charbon, c'est résiduel, mais il faudra s'en séparer, mais se passer de la partie pétrole et de la partie gaz. Il n'y a pas 36 solutions pour le faire, en fait. C'est soit vous faites des énergies dites renouvelables, mais le problème des énergies renouvelables, et on le voit chaque hiver en Allemagne, c'est que le grand problème, c'est le pic de consommation en hiver, il est autour de 18-19 heures. Le problème, à cette heure-là, en hiver, il fait nuit, donc vos panneaux solaires ne fonctionnent pas. Et aussi, il n'est pas garanti du tout que vous ayez du vent. Le vent, c'est intermittent, on n'a pas tout le temps. Et donc, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, vous devez faire fonctionner le plus souvent des centrales soit à gaz, soit à charbon. Donc c'est ultra polluant. Et d'ailleurs, vous prenez tous les chiffres de long terme. L'Allemagne, en fait, est un des pays qui pollue le plus, un des pays les moins efficaces en termes de décarbonation de son économie. La solution française, on la connaît, elle est censée passer normalement par le nucléaire. Mais le nucléaire a été saccagé depuis des années. La crise en fait énergétique aurait dû être pour la France quelque part l'apogée. En fait, la France aurait dû être une sorte d'Arabie Saoudite de l'Europe pour l'électricité et vendre à prix d'or son électricité à ses voisins. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Alors certains nous disent, alors il n'y a pas forcément besoin d'utiliser du gaz et du charbon, on pourrait très bien pallier à l'intermittence des renouvelables par du nucléaire. Mais ce qu'ils oublient, et c'est le grand problème, et ce qui a contribué à saccager le nucléaire en France, c'est que dans le cadre du marché de l'électricité de l'Union européenne, vous avez une donnée au-delà du mode de calcul des prix, de la concurrence, etc. Vous avez une primauté dedans des énergies renouvelables, parce que dans un fonctionnement électrique, vous avez la production qui est égale à la consommation. Et pour ce faire, ils disent que toute production en fait de renouvelables est prioritaire sur le nucléaire et toutes les autres énergies. Ce qui fait que mécaniquement, plus on met de renouvelables, on est obligé de baisser en fait la puissance des réacteurs nucléaires, ce qu'on appelle la modulation du nucléaire. Et c'est ce que certains voudraient faire en fait. S'il n'y a pas d'éolien, on passe au nucléaire. Sauf que le nucléaire n'est pas du tout fait pour fonctionner à bas régime. Et ce faisant, en fait, en faisant ça, et plus on met de renouvelables, plus on abîme le parc nucléaire, parce que en tournant à bas régime, ça abîme les centrales nucléaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de maintenance des centrales nucléaires, et pas ça avant, parce que de faire rentrer du renouvelable, de baisser la puissance des réacteurs nucléaires, ça abîme le parc actuel de nos centrales nucléaires, et ça, c'est un vrai problème. On avait eu la moitié des réacteurs qui étaient en maintenance, ça a été un gros problème l'année dernière, c'est une des rares années où on a été pendant tout un tas de moments importateurs d'électricité parce qu'on avait nos centrales qui étaient en maintenance, et ça ne va faire que s'accentuer, ça va faire qu'empirer si on monte encore plus en puissance sur le renouvelable. Moi, je préconise l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut arrêter avec les énergies renouvelables, il faudrait au contraire investir massivement dans le nucléaire, notamment dans le nucléaire de quatrième génération, qui est l'avenir pour la souveraineté, une indépendance totale énergétique de la France. Cette loi immigration qui vient d'être votée, avec d'ailleurs les voix du Rassemblement national, qu'est-ce qu'il en restera, puisque cette loi doit passer maintenant par le Conseil constitutionnel et entre les mains des juges européens? Bon, faut se calmer, je vois une hystérie complète à gauche, on a l'impression que c'est leur grand frisson, ils seraient de retour dans les années 30, ils feraient l'histoire face au fascisme. Bon, on parle d'une loi d'immigration qui a été très légèrement durcie par les Républicains dans le cadre de la commission paritaire mixte.
Mais en soi, une fois que ça va être passé, il n'en restera rien. En 2022, Charles-Henri Gallois, on a eu plus de 476 000 immigrés supplémentaires qui sont arrivés sur notre territoire. Titre de séjour et demandeurs d'asile, c'est l'équivalent d'une ville comme Toulouse. Le modèle français d'assimilation a été progressivement abandonné. L'intégration, à tout le moins, est-elle encore possible ? Déjà, effectivement, l'assimilation, quand on a autant de personnes, c'est même plus la peine d'en parler, mais même l'intégration. Enfin, je veux dire, surtout dans un pays qui connaît encore, malgré ce qu'ils disent bien, un chômage de masse, on a 6 millions de chômeurs, vous n'allez pas intégrer quasiment 500 000 personnes par an. Comme vous l'avez dit, et c'est ce que je dis dans le livre, la ville de Toulouse, c'est la 4e ville de France, en un an. En 2 ans, vous avez plus que la population de la ville de Marseille, qui est la 2e ville de France. Et en 4 ans, vous avez la ville de Paris. Et qui fassent ces travaux-là. Oui, les métiers en tension, le problème, c'est qu'ils sont mal payés, les gens qui travaillent là-dedans. Pour maintenir une pression à la baisse sur les salaires. Si demain, vous augmentez les salaires, croyez-moi, il y a plein de petits Français qui vont faire ces métiers-là. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Parce qu'au Royaume-Uni, les chauffeurs routiers, qui n'étaient pas extrêmement bien payés, c'était que des gens des pays de l'Est, les Polonais, etc., qui faisaient ça. Avec le Brexit, ils ont arrêté de faire venir ces gens-là. Et il y a eu une pénurie de chauffeurs routiers. Le salaire, il est quasiment à 80 000 pounds par an. Comme par hasard, vous trouvez plein de petits Anglais qui veulent faire ce métier-là. C'est bizarre quand même. Ils sont sans passeport. C'était Douglas Murray qui décrivait ça très bien dans Les tranches suicides de l'Europe. Lui, il était en Grèce en 2015. Il expliquait que les gens, la plupart, ils venaient pas du tout des zones en guerre. De toute façon, les gens, ils viennent sans passeport. Donc ils annoncent n'importe quelle nationalité, ils expliquent qu'ils sont mineurs. Après, il y a déjà les associations ONG qui font les taxis de migrants. Après, vous avez les associations locales en France, du genre France Terre d'Asile, où il y a Madame Najo Belkacem, qui est en plus des associations qui sont subventionnées par l'État français. Donc on subventionne notre subversion migratoire. Ces associations-là, elles expliquent après aux migrants qu'il faut dire qu'ils viennent de minorités, qui sont persécutés ou qui sont homosexuels pour ne pas être renvoyés. Bon, il y en a quand même normalement 60% qui sont déboutés. Et quand ils sont déboutés, vous avez le droit européen, notamment la directive retour dont je parlais, qui empêche de les expulser. Donc en fait, ils sont de facto sur le territoire national. Et donc vous avez évidemment que ça fait maintenant partie d'une filière d'immigration à part entière. Et c'est absolument dramatique et ça contribue en fait à la submersion migratoire.